Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Après plus d'une semaine de combat dans la plaine de la Rusizi, les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda ont pris hier mercredi le contrôle de la ville d'Uvira au sud Kivu, une avancée qui survient alors que le Burundi ferme sa frontière et que les États-Unis appellent à stopper l'offensive. Au Tanganyika, l'ONG Resource Matters alerte sur l'opacité entourant le projet d'exploitation du lithium de Manono et évoque des possibles cas de corruption. Elle appelle à plus de transparence dans la gestion de l'un des plus grands gisements inexploités au monde. L'invité du journal est Eddy Yav, coordonnateur du panel d'experts de la résolution 2250 des Nations Unies sur les jeunes, la paix et la sécurité en RDC. À l'occasion des 10 ans de cette résolution, il appelle le président de la République à signer le plan d'action national, essentiel pour renforcer la participation des jeunes aux initiatives de paix et de développement. Bonjour à tous. La présence des troupes du M23 est signalée depuis hier mercredi dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Cette présence intervient après plus d'une semaine de combats acharnés entre ces rebelles et les forces gouvernementales dans la plaine de la Rusizi. René Thibonera nous fait le point. Nos sources dans la région indiquent que c'est vers 11h30 que les premiers soldats du M23 se sont manifestés publiquement dans la ville après une opération de ratissage menée dans la matinée contre certains militaires et combattants wazalendo et ont refusé de se retirer comme les autres. Les habitants joints depuis Uvira confirment la présence de troupes du M23 appuyées par le Rwanda. En début d'après-midi, la rébellion du M23 a bel et bien confirmé la présence de ces soldats à Uvira, justifiant cet assaut par le motif purement sécuritaire. La chute d'Uvira au nom du M23 intervient alors que les États-Unis et l'Union européenne ont appelé mardi le M23 et le Rwanda à cesser immédiatement leur offensive dans l'est du pays. Parallèlement, considéré comme un allié de premier plan, le Burundi a fermé sa frontière avec la RDC. Ces pays limitrophes qui accueillent déjà des milliers de déplacés congolais venus d'Uvira affirment avoir pris ces décisions pour se protéger de toute tentative d'intrusion. Nos efforts pour obtenir la position des autorités congolaises sont restés vains. L'entrée des rebelles du M23 à Uvira sans résistance est perçue comme une humiliation nationale par une partie de la classe politique. Pour l'opposant Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, cadre de la coalition Lamuta, il est grand temps que la vérité éclate et que les dirigeants répondent de leurs actes. Il a déclaré hier soir lors de l'émission Dialogue entre Congolais sur Radio Kapi. Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa est au micro de Kéline Kouté. Le commandant suprême des FARDC, le commandement de M. Félix, doit être questionné aujourd'hui. Le Congo ne peut pas continuellement être humilié de cette façon-là et que vous qui êtes commandant suprême, vous restez là. J'ai suivi avec beaucoup d'indignation son discours à la nation d'avant-hier. J'ai suivi son retour triomphal de Washington. Au point que je me pose la question, quelle est la victoire qu'il était en train de célébrer? Benchili, en descendant vers Tchangou, il était hissé au bord de sa voiture lorsque vous lisez le fameux accord de partenariat stratégique RDC-Washington. On a bradé systématiquement tous les minéraux. Et quelle est la contrepartie que ces populations de Uvira gagnent de ces accords de Washington? Quelle est la dividende? Bref, il est temps de mon point de vue que l'on demande des comptes sans complaisance à M. Félix qui a la charge de la protection des Congolais ainsi que de l'intégrité du territoire national. Pendant ce temps, en Ituri, 4 personnes ont été tuées par les rebelles de ZADF dans la localité d'Idou mardi, à environ 100 km de Bunia, dans le territoire d'Irumu. Hier matin, presque toutes les activités socio-économiques sont restées paralysées sur place. Selon la société civile locale, plusieurs habitants enlevés la semaine dernière à Mongué sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs et qui ont également incendié une dizaine de maisons. Elle appelle l'armée à renforcer la vigilance pour contenir les menaces de ZADF, dont les attaques se multiplient à l'approche des fêtes de fin d'année. Isaac Moyopé, reportage. Au moins 4 attaques des ADF ont été signalées à l'espace d'une semaine dans les territoires d'Irumu et de Mambasa. La plus récente remonte à mardi. 3 personnes qui revenaient de leur champ ont été prises dans une embuscade au village de Kimbaseke dans la forêt. Elles ont été décapitées à l'arme blanche. Les assaillants ont ensuite progressé vers le centre d'Idou sur la route nationale numéro 4 où ils ont été repoussés
poussés par les FARDC. Au cours de ces affrontements, un enfant a été touché par une balle perdue et est mort sur place. Depuis, les activités économiques et agricoles sont totalement paralysées dans la zone. Jeudi dernier, au village de Mongue, des hommes armés ont kidnappé plusieurs habitants et incendié une dizaine de maisons. Les ravisseurs exigent des rations pour la libération de leurs otages. Et lundi, une autre femme a été enlevée en Douillet dans les territoires voisins de Mambasa. L'ONG CRDH de Mambasa dénonce par ailleurs l'administration illégale instaurée par les ADF dans plusieurs villages, notamment Ndiouka, Lissoma, Menzi, Matolo, Bandengue et l'État Kridi, où les rebelles obligent les habitants à payer des jetons pour accéder à leurs champs et échapper aux exactions. La société civile demande aux FARDC de renforcer la sécurité dans la zone, surtout en cette période de festivités, afin de protéger les populations civiles. L'armée n'a pas encore réagi. Bounia, Isakre Moyope, Radio Okapi. Je l'ai dit dans les titres, l'ONG Resource Matters dénonce l'opacité et des possibles cas de corruption en lien avec le projet d'exploitation de la mine de lithium de Manono. C'est dans la province du Tanganyika. Dans cette localité se trouve l'un des plus grands gisements de lithium. Cette localité de lithium inexploité au monde, un minerai clé pour la transition énergétique utilisé notamment dans la fabrication des batteries électriques. Dans un communiqué parvenu à Radio Okapi hier mercredi, Resource Matters alerte sur des zones d'ombre liées à la gouvernance, la transparence et des soupçons de corruption dans ce projet minier. Je vous propose d'écouter Lewis Yola, assistant technique dans le programme de lutte contre la corruption au sein de l'ONG Resource Matters. Il est au micro de Jean-Désiré Kanyama. Dans ce rapport, nous avons soulevé 9 signaux d'alerte. Ce sont deux indices, des signaux qui soulèvent de sérieux soupçons de corruption tout au long du processus d'attribution de permis de recherche et d'exploitation dans le projet minier de lithium au niveau de Manono. Nous avons travaillé sur 3 projets phares de lithium au niveau de Manono, mais vous allez voir dans la plupart de projets de lithium à Manono, vous verrez que durant le processus d'attribution de permis, il y a une irrégularité dans le respect de certaines lois. À part ça, vous allez constater qu'il y a aussi l'opacité générale dans le secteur de lithium. La troisième des choses, c'est qu'il y a eu de versements, des sommes importantes à une ONG qui appartient à des personnes politiquement connectées. Il y a eu un versement de 70 millions. Ça, c'est une entrave et c'est un problème à notre niveau. Ça crée des soupçons sérieux de corruption. Plus de 6 personnes portées disparues, emportées par les eaux, plusieurs maisons et écoles détruites, l'ancien pont métallique Grillion, le centre-ville de Boma, la cité, emportée par les torrents d'eau de pluie. Tel est le bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de mardi à hier mercredi dans la ville de Boma, au Congo central. Titi Mpungu, coordonnateur de la société civile de cette entité qui le confirme, indique que plusieurs familles sont restées sans abri et plusieurs bâtiments sont inondés à cause de cette catastrophe naturelle. Il s'exprime au micro de Nana Pluriche Mambou. Boma vient de connaître une fois de plus un drame. La pluie qui s'est abattue la nuit à partir de 3 h du matin jusqu'à 6 h vient de provoquer des dégâts. Le pont Boma-Ville s'est écroulé et il y a eu des pertes en vie humaine. Le bilan provisoire, nous avons compté plus de 6 personnes qui sont parties dans l'eau. Et heureusement, il y a eu un rescapé qui est pris en charge au niveau de l'hôpital général de référence. Au niveau de la commune de Ndjadi ou de la commune de Kabono, il y a des maisons qui se sont écoulées. Il y a eu des pertes de bétail qui sont parties dans l'eau. En termes de recommandations, en tout cas, nous demandons à la Commission nationale de gestion des risques des catastrophes naturelles et la Commission des actions humanitaires, en collaboration avec la société civile, pour un monitoring afin d'évaluer et de présenter un bilan définitif. Nous recommandons aussi qu'on puisse rapidement programmer les travaux de tirage de la rivière Kalamu et ses affluents. Le ministre des Droits humains encourage chaque Congolais à s'engager dans le renforcement de la protection des droits humains et dans le combat pour la reconnaissance des génocides. Samuel Mbemba a formulé cette requête à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre de chaque année. À Kinshasa, une manifestation a été organisée hier mercredi au Palais du Peuple en présence de plusieurs catégories socio-professionnelles. Plus de détails avec Blaise Ndonga Lamayanda. À la tribune de cette journée, le président de la nouvelle société
international face au génocide congolais. Jonas Tchobela a ainsi plaidé pour la mise en place d'un tribunal international pour la RDC afin de poursuivre les auteurs de ces crimes, alors que le directeur de la Commission nationale des droits de l'homme estime que cette journée n'a pas été seulement une célébration, mais également une interpellation à la suite du génocide congolais. Pour sa part, le ministre des Droits humains a fait savoir que la protection et l'observance des droits humains n'est pas seulement l'affaire des gouvernants, mais également tous les gouvernés. Samuel Mbemba. Je saisis donc cette occasion pour demander à chacun de nous de devenir acteur de promotion, acteur de respect des droits humains de nos essentiels. L'essentiel, c'est le droit à la vie. Ce sont les libertés individuelles qui doivent être respectées à travers le monde. L'essentiel, c'est le droit à un environnement propice. Au niveau national, cette journée a été célébrée sous le thème reconnaissance des génocides congolais, acte de justice pour les victimes. Les journalistes de la province du Maniema étaient dans la rue hier mercredi. Objectif, dénoncer l'insécurité dont ils disent être victimes. La marche a été organisée par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Sédio Maniema. Les journalistes ont sillonné les grandes artères de la ville de Kindu et ont chuté au gouvernorat de province où un mémorandum a été lu et déposé aux autorités provinciales. Florence Kizalunga, reportage. Vêtu en tricot blanc avec banderole à la main et sifflet à la bouche, ces derniers avaient un seul message. Les journalistes n'ont pas d'argent à donner, mais les nouvelles à vous partager. Protégez-les. Grâce Mambi, le président. Nous avons marché pour montrer notre mécontentement par rapport à la situation sécuritaire que nous traversons. Il vous souviendra que depuis le début de cette année, nous avons enregistré plus de 9 cas ayant rapport avec l'insécurité des journalistes. Voilà pourquoi nous avons voulu hausser notre ton pour demander à l'autorité de sécuriser les journalistes. Et si les cas de sécurité continuent, nous allons fermer nos radios pendant une période de 7 jours. Le ministre de l'Intérieur qui a reçu ces mémorandums des journalistes au nom du gouverneur intérimaire garantit la sécurité aux journalistes. Lawamo Selemani. Nous sommes informés de menaces que les journalistes sont en train de subir. Le droit à l'information, c'est un droit qui est garanti. Ce n'est pas une faveur. La population doit bénéficier d'une bonne information. Et cette information ne sera rendue possible qu'avec les sacrifices de vous les journalistes qui aujourd'hui vous apparaissez comme des cibles des criminels. Au nom de l'autorité provinciale, nous vous disons, nous allons suivre de très près cette situation. Dans leur mémorandum, les journalistes ont répertorié plus de 9 cas de journalistes visités par les hommes non autrement identifiés et qui ont subi des menaces de mort. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. À Goma, l'organisation dénommée les écologistes RDC réitère sa demande auprès du gouvernement congolais d'intégrer le territoire de Walikale dans le couloir vers Kivu-Kinshasa. Son coordonnateur national fait cette demande en marge de la célébration de la journée nationale de l'arbre. Il estime que Walikale constitue un modèle régional en matière de conservation de la biodiversité avec une superficie de 23 475 km². Walikale regorge des richesses naturelles exceptionnelles, limitrophes des parcs nationaux de Maïko et de Kaouzi-Biega. Il abrite une vingtaine de concessions forestières communautaires et une dizaine de réserves communautaires. Autant d'atouts qui, selon l'organisation, justifient son inclusion dans ce projet stratégique. Elle déplore que ce territoire soit absent de la cartographie actuelle du couloir. Prince Kiangi le dit ici au micro de Bernardine Diambo. Le territoire de Walikale est l'un des modèles de conservation de la biodiversité au Nord Kivu et en République démocratique du Congo. Walikale abrite des corridors écologiques importants situés notamment entre le parc national de Kahuzi-Biega et le parc national de la Maïko jusqu'à la réserve de faune à Okapi à Epulu. Entre le parc national de Kahuzi-Biega et le parc national de Virunga, en passant par la réserve des gorilles de Taïna dans le territoire de Walikale. Entre le parc national de la Maïko et le parc national de Virunga, en passant par la réserve des gorilles de Taïna et la réserve des primates de Kisimba et Ikobo dans le territoire de Walikale. C'est à la suite de ces constats que 30 organisations congolaises spécialisées dans le secteur de l'environnement, des droits humains et ressources naturelles ont saisi Madame la Première ministre pour demander à celle-ci l'intégration du territoire de Walikale dans le couloir vers Kivu-Kinshasa en revisitant bien sûr les décrets numéro 25/01 du 15 janvier 2025.
Créé pour promouvoir la préservation des forêts et le développement économique vert, le couloir vert Kivu-Kinshasa vise à relier l'Est et l'Ouest du pays. Il devrait protéger plus de 100 000 km² de forêts primaires et constituer un corridor stratégique pour le développement socio-économique. Ce projet prévoit également la valorisation durable des ressources naturelles au profit des communautés locales et des peuples autochtones pygmées. Actualité internationale. Il est justifié de déclarer que notre communauté est en état d'urgence. Tels sont les propos tenus mardi par le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Omar Touraï, devant le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. 2 jours après la tentative de putsch au Bénin, 10 jours après celui de Guinée-Bissau, il faisait référence à la multiplication des coups d'État militaires ces dernières années et à l'expansion de la menace djihadiste dans la zone CEDEAO. À ce stade, aucun mécanisme formel d'état d'urgence n'a été actionné. L'invité. Nous recevons le coordonnateur du panel d'experts de la résolution 2250 des Nations Unies sur les jeunes, la paix et la sécurité, chapitre RDC. Dans son entretien avec Jean-Marc Matouaki, réalisé à l'occasion de la célébration le 9 décembre du 10e anniversaire de cette résolution, Edi Yav plaide pour la signature par le président de la République du plan d'action national de mise en œuvre de cette résolution des Nations Unies 3 ans après sa présentation. Suivez. Monsieur Edi Yav, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Marc. 10 ans après l'adoption de la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité, quel est l'état des liens que l'on peut faire? Est-ce qu'on peut parler de progrès, d'autant plus que la République démocratique du Congo a adopté un plan d'action national de mise en œuvre de cette résolution? Je voudrais ici aborder 6 petits points parce qu'évidemment, il y a eu des progrès, il y a eu aussi des challenges, mais nous allons quand même évoquer les progrès réalisés. D'abord, d'emblée, je voudrais rappeler à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que c'était pour nous un plaisir et un privilège de pouvoir offrir à la République démocratique du Congo ce plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 2250 le 9 décembre 2021, avec bien évidemment l'appui et la bénédiction de Madame Bintou Keïta, que je salue en passant, même si elle a pris sa retraite. En termes de bilan, je peux évoquer 6 petits points, comme je l'ai dit tantôt. Le premier point, c'est qu'il y a existence de ce plan d'action national, qui est une avancée extrêmement significative sur la scène internationale. Et la RDC devient donc le 2e pays en Afrique à avoir ce plan d'action national après le Nigeria. Et d'autres pays sont venus après. Nous avons pu faire entendre, ça c'est le deuxième point, nous avons pu faire entendre la voix des jeunes en ce qui concerne la crise à l'est du pays, au plus haut niveau, que ce soit au niveau national qu'international. Vous avez vu, pour ceux qui suivent nos plateformes digitales, ils ont suivi, nous étions à Addis Ababa, on est allé partout à travers le monde pour aller faire entendre la voix des jeunes par rapport à la crise à l'est. Et nous félicitons le président Tshisekedi qui, en dépit de toutes les velléités, toutes les péripéties rencontrées, il a quand même pu décrocher cet accord de paix. Le troisième point, nous avons pu mener les plaidoyers en faveur des jeunes pour leur représentativité à des sphères de décision à tous les niveaux. Et au quatrième point, nous sommes en plein chantier de mettre en place une stratégie nationale de la participation politique des jeunes et des jeunes femmes et une cartographie des jeunes occupant les fonctions de commandement. Au cinquième point, nous avons pu avoir des ramifications avec certains acteurs, certaines institutions, en ce qui concerne le 5e pilier de la résolution qui est le désengagement. On a pu quand même avoir des entretiens beaucoup plus fructueux avec le programme PDDRCS pour voir quelle est la suite que l'on accorde à des jeunes qui ont quitté les groupes armés. C'est vrai, on peut déposer les armes, mais après, parce qu'on dit que le ventre affamé n'a point d'oreille, nous avons pu aussi, pour le 6e point, essayer de tisser des liens avec d'autres acteurs au niveau continental, régional, pour que nous puissions être à jour. Et ce qui se fait à travers le monde, c'est ce qui a justifié notre présence au siège de l'Union africaine il y a quelques jours, pour essayer de parler de bilan. Alors, en ce qui concerne les défis, le premier défi, c'est qu'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas suffisamment de ressources. Mais nous continuons à plaider notre cause pour que les fonds soient, qu'il y ait suffisamment de ressources pour implémenter cela. Le deuxième défi, c'est que le plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 2250, présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, le 12 août 2022, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais connu la signature du président de la République. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces retards? C'est une lourdeur, je peux dire, politique. Donc, je voudrais ici profiter de votre micro de la Radio Okapi pour solliciter, implorer la bienveillance du président Tshisekedi de pouvoir signer ce plan d'action national. Pourquoi il doit le signer? Pour 2 raisons. La première raison est que la guerre à l'Est, certes, c'est vrai, c'est lui le garant qui défend
l'accès à l'emploi. Il y a aussi un autre volet sur la participation des jeunes aux initiatives de paix. Le plan d'action national, ce qu'on doit savoir, c'est un outil du gouvernement. Le premier avantage, c'est qu'il témoigne de l'intérêt gouvernemental d'appuyer les jeunes. La deuxième chose, c'est qu'à travers cet outil, le gouvernement donne des orientations que les jeunes devraient suivre pour accompagner le processus de paix. Et le troisième avantage, c'est que grâce au plan d'action national de mise en œuvre, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dans les miroirs de tous les continents. Ça veut dire que lorsqu'on doit vous inviter à la table de discussion pour parler de la question de la paix et la sécurité pour les jeunes, on doit savoir qu'est-ce que vous avez pu faire comme gouvernement. Donc, ça nous a permis d'être sous la scène internationale. Ça nous permet de pouvoir parler au nom des autres jeunes en ce qui concerne le processus de paix. Ça nous donne aussi l'avantage d'entrer dans les sphères de décision. Et là où on parle de la participation des jeunes. Le plan d'action national de la résolution 2250 a avec lui tous les aspects de la vie nationale. On ne peut pas parler de la paix si on ne parle pas de l'économie. On ne parlera pas de la paix si on ne parle pas de l'économie verte, etc., etc. Donc, le plan d'action national prend en compte tous les aspects de la vie nationale où les jeunes sont impliqués. C'est ça l'avantage de ce document-là. Et donc, 10 ans après, il revient au gouvernement de pouvoir revoir. Parce qu'après le mois de décembre 2025, nous allons avoir la deuxième génération. Nous invitons tous les partenaires au développement à appuyer le processus. Monsieur Ediaf, merci. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.